Moi, je vais vous parler d'une expérience militante qui m'a occupée. Comme vous le voyez, je suis d'un certain âge, donc on va revenir vers les 30 ou 35 dernières années. Je me suis lancée dans l'aventure du mouvement des chômeurs partage parce qu'un homme appelé Maurice Paga a lancé un appel dans une émission de télévision, Droit de réponse, de Polac, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, et il a invité les chômeurs en leur disant ne vous laissez pas manœuvrer ni organiser par les dames patronesses ou les travailleurs sociaux, organisez-vous, créez vos associations. Cette émission a eu un impact assez considérable et de nombreuses associations se sont créées à ce moment-là. Il avait comme idée, cet homme, de créer un syndicat de chômeurs. Syndicat de chômeurs, personnellement, ça m'avait paru une excellente perspective. Et il s'est appuyé sur un journal, le journal Partage, qui était un journal un peu difficile à lire, parce que, reprenant les bonnes feuilles de tous les articles, de toutes les publications existantes sur les sujets qui nous occupaient, mais c'est un document que nous avons laissé aux archives départementales de la Haute-Garonne et qui peuvent intéresser des chercheurs. Alors que demandait ce syndicat des chômeurs? Parce que c'est quand même ça, la révolution de ce mouvement, mais qui n'a pas abouti. À la fois une représentation pour les chômeurs, voilà, représentation qui a été refusée. Les syndicats y étaient hostiles, on aura l'occasion d'y revenir. Bon. Michel Rocard, Premier ministre, Martine Aubry, ministère du Travail, ils ont dû remballer leur soutien face à l'hostilité syndicale. Nous demandions aussi la création d'un revenu social garanti. Et il y avait déjà dans plusieurs courants, il y avait l'école du revenu d'existence de Yolande Bresson, il y avait l'allocation universelle avec l'école de Louvain et Van Paris, Alain Caillé qui parlait d'un revenu de garantie de citoyenneté, Thierry Baudouin, le deuxième chèque de Guy Asnard. Enfin, il y avait une richesse et une effervescence autour de cette perspective d'un revenu tout à fait intéressante et qu'on a consigné aussi dans les archives sur notre site. Le troisième point que réclamait ce syndicat, c'était la réduction du temps de travail. C'était porté à ce moment-là par les Verts, beaucoup. Lipietz et d'autres, et par André Gors aussi notamment, qui a beaucoup influencé notre maison toulousaine. Et la création d'un tiers secteur d'activité économique, vous voyez, 4 revendications qui sont claires, la représentation, le revenu social garanti, la réduction du temps de travail, la création d'un tiers secteur d'activité économique. Voilà. C'était à ce moment-là encore les Verts qui portaient cette perspective, et notamment Aline et Jacques Archambault, pour ça, ceux qui les connaîtraient parmi vous. Et donc Maurice Paga a créé à Paris la première maison des chômeurs, qui a été suivie en province dans de nombreux endroits. La maison des chômeurs, pour vous la décrire brièvement, c'était à la fois un lieu de service, vous n'avez pas d'emploi, vous ne savez pas où aller, vous pouviez passer là, prendre un café, lire la presse, téléphoner, faire des photocopies, des services qui maintenant se sont multipliés, mais en 1985-86, il n'y avait quand même pas grand-chose de gratuit pour ces personnes-là, et la NPE ne fournissait pas ces services. Bon, la maison des chômeurs, c'était aussi un lieu convivial, on mangeait à midi ensemble, bien sûr avec la banque alimentaire, toutes les aides qui sont venues en même temps que nous se créer dans le paysage français, et on y invitait d'ailleurs des élus, on y invitait des travailleurs sociaux, des fonctionnaires. En fait, c'était un lieu où justement les chômeurs pouvaient avoir la possibilité de discuter avec d'autres. Et la grande force a été l'organisation des états généraux du chômage et de l'emploi, où on retrouvait à des tribunes un petit peu comme c'est dans l'air. Vous voyez, vous aviez tous les experts de France qui venaient. Et alors la seule force pour notre mouvement, c'est comme nous étions organisateurs, nous pouvions aussi y prendre la parole. Parce que si on n'avait pas été organisateur, je crains qu'on ne nous aurait pas invités. Donc voilà, une période très riche. Ces périodes de fondation, ces périodes où on démarre, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà pour le cadre dans lequel j'ai évolué. Qu'est-ce qui a précédé l'instauration du revenu minimum d'insertion sur lequel vous finissiez votre intervention? D'une part, je pense que la dynamique du mouvement des chômeurs, associée aux associations familiales qui existaient à ce moment-là, et au mouvement d'ATD Quart Monde, ont fait remonter
auprès du gouvernement et des gens en position de responsabilité cette demande d'un revenu social garanti. La deuxième chose, c'est que des expérimentations ont été faites, notamment par le complément local de ressources, peut-être ça vous dit rien, mais enfin, au moment de Seguin, Zeller, il y a eu à Rennes une expérimentation avant le RMI qui a été évaluée, bien entendu, par les politiques, et notamment par le cabinet de Michel Rocard, puisque il disait ceci, vous voyez, Adrien Zeller, qui était secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale. Alors, il a signé avec plusieurs villes d'Ille-et-Vilaine et notamment à Rennes une convention de complément de ressources pour les personnes les plus défavorisées, particulièrement les chômeurs, en fin de droit. Un terme curieux, fin de droit. M. Zeller indique que le gouvernement examine la mise en place d'un système simple et généralisable permettant d'assurer aux personnes sans ressources un revenu minimal régulier lié à un effort personnel d'insertion au travail. Donc voilà une expérimentation qui a été observée de très près et qui a certainement beaucoup aidé le vote qui est venu à l'Assemblée. Et la France découvrait en même temps que cette expérimentation des gens qui avaient complètement disparu économiquement. L'indemnisation du chômage avait été prévue pour un chômage conjoncturel, on va dire. Or, nous sommes installés depuis très longtemps dans un chômage structurel. Et par conséquent, des gens ont disparu du maillage social dont vous parliez. Ok. Bon, ça a l'air de marcher. Parfait. Donc, toutes ces trois choses dont je vous dis, la dynamique des mouvements associatifs, l'expérimentation locale, la découverte que des gens avaient disparu du maillage social de la France, fait qu'à l'Assemblée nationale, quand Rocard a présenté son RMI, ça a été voté à l'unanimité, sans broncher. Et nous nous sommes installés dans cette période du revenu minimum d'insertion. C'était, de mon point de vue, un droit réparateur pour ceux et celles sans emploi et galérant depuis plusieurs années. Il n'était pas inconditionnel, il n'était pas individuel, mais soumis à la famille, confié à la CAF. Une allocation venant donc s'ajouter à d'autres existantes. C'est aux travailleurs sociaux que reviendra la charge d'établir les contrats d'insertion. Difficile de voir quand même dans la formation des travailleurs sociaux leur possibilité de faire un accompagnement en direction d'un projet économique, mais en fait, c'est ce que nous avons connu. Il me semble aujourd'hui qu'il nous faut abolir la stigmatisation des bénéficiaires. À ce moment-là, on le voit, ce revenu a été créé par un manque de revenus lié à une situation de chômage qui a trop duré et que les gens qui ne rentraient pas dans le bénéfice des allocations de la CEDIC. Donc une partie de la population s'est sentie montrée du doigt. Et je pense, comme vous avez pu l'entendre peut-être pour certains d'entre vous, tout ce qu'on a pu écrire et dire sur les RMistes, il y a quelque chose d'assez pas terrible. La récurrence des droits des chômeurs persiste. Le MNCP, le Mouvement national des chômeurs et des précaires, continue aujourd'hui son travail militant. Il demande le respect de l'égalité des droits, bien sûr. Les droits fondamentaux doivent être attachés à la personne en tant qu'être humain, et quelle que soit sa situation. Et assurer un vrai droit d'organisation collective des chômeurs et des précaires, ce qui n'est pas le cas. Pour ma part, j'ai participé au CNLE, le Conseil national de lutte contre l'exclusion, invité par Martine Aubry, pour présider la commission cumul des minima sociaux et la reprise d'activité. C'était une porte qui s'entrebâillait. On sentait la possibilité peut-être d'avancer vers quelque chose qui nous préoccupe aussi aujourd'hui. Et il s'agissait surtout de lutter contre le cumul des minima sociaux avec le travail au noir. Alors ça a été des tâtonnements politiques qui aboutiront au RMA, le revenu minimum d'activité, et au RSA, le revenu social, le revenu de solidarité active. Voilà. La complexité du calcul des cumuls en a dissuadé plus d'un, parce que c'était préparé probablement par des énarques, et c'était extrêmement compliqué. Donc,
voilà. Et puis il y a des gens qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas demandé parce qu'ils refusaient d'être stigmatisés. Les lignes de force de notre mouvement, c'était la réduction du temps de travail. Bon, c'est une ligne de force que le mouvement des chômeurs a su développer. Dans les maisons de chômeurs, nous l'avons abordé aussi sous l'angle de l'organisation du temps libéré, questionnant l'insertion qui n'aboutissait pas, sauf vers une énième formation. Nous avons créé l'Académie du temps libéré, organisé des stages du temps libéré, et le monde diplomatique avait monté un dossier sur le temps libéré, et il a publié assez récemment, en 2013, Bâtir la civilisation du temps libéré. Si ça vous intéresse, c'est un tout petit fascicule, mais qui est tout à fait passionnant. Et le débat sur la réduction du temps de travail porté par les Verts et une certaine gauche, notamment André Gorz, s'est refermé après les 35 heures. On en a plus beaucoup parlé. Et André Gorz écrivait en 1988, dans Les Métamorphoses du travail, une politique ambitieuse de réduction continue et programmée de la durée du travail est indispensable. Le syndicat, à lui seul, est incapable d'imposer et de conduire une telle politique. Mais il peut, par ses luttes, en faire accepter la nécessité et surtout la prendre pour but directeur de ses actions et de son projet de société. Voilà, nous n'en sommes pas là, comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Le dernier point de tiers secteur d'activité, donc on parle beaucoup plus aujourd'hui d'économie sociale et solidaire. Dans les maisons de chômeurs, compte tenu des difficultés à trouver un emploi salarié, nous avons valorisé le CV social, nous avons niché les centres d'intérêt des gens qui voulaient créer leur propre emploi. La création d'activités économiques s'est donc développée progressivement. Nous parlions déjà de révolution technologique et d'emploi. L'accélération de l'ère numérique, la robotisation, les annonces de licenciements massifs, suivis des licenciements, qui continuent aujourd'hui, justifient nos questionnements et notre volonté de réclamer à la fois la réduction du temps de travail et le possible cumul entre un revenu de base, un emploi ou un revenu de base et un emploi de type indépendant. Jeremy Rifkin, que j'ai lu, qui est compliqué mais qui est intéressant quand même, la nouvelle société du coût marginal de zéro parle. C'est une nouvelle économie qui se développe, où la valeur d'usage prime sur la propriété, où la durabilité supplante le consumérisme et où la coopération chasse la concurrence. Je crois qu'il y a énormément de jeunes en ce moment qui sont sur ce créneau, et pour moi personnellement, qui suis d'un autre âge, je m'en réjouis. Donc l'économie sociale et solidaire s'est installée dans le paysage économique. Elle représente plus de 2 millions de salariés, compte plus de 200 000 établissements. Nous poursuivons notre marche d'une manière inévitable vers une société durant laquelle nos façons de travailler ont évolué, évoluent et vont évoluer encore. Il est hors de question de laisser dire que la valeur travail disparaît, mais nous trouvons légitime aujourd'hui de nous interroger où va le travail et où va d'ailleurs aussi l'indemnisation du chômage, entre parenthèses. Aujourd'hui, le revenu universel d'existence, appelé aussi revenu de base, est soumis lui aussi, comme le RMI, à des expérimentations locales. En Gironde, avec 7 de ses collègues, le président du département, Jean-Luc Glaise, demande l'expérimentation dès 2019 d'un revenu de base en Gironde. Objectif, élaborer un modèle robuste, crédible, scientifiquement, audacieux socialement et soutenable financièrement. Dans 8 départements, des conseils départementaux sont prêts aussi à expérimenter, en Ariège, dans l'Aude, dans le Gers, la Haute-Garonne, la Gironde, nous y sommes ici, remettre le programme du président Benoît Hamon au goût du jour. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, ils annoncent leur volonté de tester sur leur territoire le revenu universel ou de base, sans dogmatisme, sans certitude, mais avec l'intuition que son émergence est l'occasion de porter un nouveau regard sur les défis du présent. Le RU, revenu universel d'existence de Benoît Hamon, est envisagé dès l'âge de 18 ans pour toute personne gagnant moins de 1,9 SMIC, environ 2800 €. Je souhaite que notre société retrouve la confiance en elle-même, en ses capacités d'affronter collectivement un avenir incertain, et Génération.s est sur ce chemin et nous allons en débattre.